seul missile, une seule frappe, et des décennies de certitudes militaires occidentales qui s'effondrent, 20 officiers américains portés disparus. Le système de défense Patriot, censé être impénétrable, contourné en quelques secondes. 9 janvier 2026. Un missile hypersonique russe frappe un centre de commandement OTAN à Lviv, en Ukraine occidentale. Comment la Russie a-t-elle percé le bouclier défensif le plus sophistiqué au monde? On va décrypter ensemble l'arme qui vient de redéfinir les règles de la guerre moderne et l'onde de choc géopolitique qu'elle provoque. La nuit du 9 janvier 2026 marque potentiellement un tournant dans l'histoire militaire moderne. Les rapports font état d'une frappe hypersonique russe sur un centre de commandement opérationnel de l'OTAN situé à Lviv, très loin à l'ouest du territoire ukrainien. Ce qui rend cette frappe particulièrement significative, c'est l'emplacement de la cible, n'est-ce pas? Absolument. Lviv n'est pas une position militaire ordinaire sur la ligne de front. C'est une zone considérée jusqu'alors comme un sanctuaire sécurisé, un arrière-front à l'abri des frappes directes russes. La cible serait un centre de commandement opérationnel dirigé par des officiers américains. Les sources évoquent près de 20 officiers américains portés disparus depuis cette attaque. Exactement. Le choix de cette cible est hautement symbolique. Frapper un centre de commandement, c'est décapiter la capacité de coordination des opérations. C'est un message stratégique en deux parties. Premièrement, nous savons exactement où vous vous trouvez. Deuxièmement, aucun emplacement n'est désormais hors de portée de nos capacités de frappe. C'est le tracé d'une nouvelle ligne rouge géopolitique, mais pour transmettre ce message de manière aussi catégorique, il fallait disposer d'une arme capable de franchir tous les systèmes de défense, y compris le fameux Patriot. Ce qui nous amène au missile Oreshnik lui-même. Qu'est-ce qui rend cette technologie si redoutable? L'Oreshnik est systématiquement décrit dans les analyses comme une arme qui redéfinit les équilibres stratégiques. C'est un missile hypersonique dont la vitesse dépasse largement Mach 10. Mach 10, c'est plus de 12 000 km/h. À cette vitesse, la distance entre la frontière russe et Lviv est parcourue en quelques minutes à peine. C'est effectivement d'une rapidité stupéfiante. Mais des missiles balistiques extrêmement rapides existent depuis des décennies. Qu'est-ce qui permet spécifiquement à celui-ci de déjouer les systèmes de défense les plus avancés au monde, comme le Patriot? Où se situe l'innovation décisive? C'est la question fondamentale. La vitesse seule ne constitue pas une révolution. Un missile balistique traditionnel suit une trajectoire parabolique prévisible. C'est essentiellement un projectile lancé à très haute vitesse suivant une courbe calculable. Les systèmes comme le Patriot, excellent précisément dans ce type d'interception. Ils calculent la trajectoire prévisible et positionnent un intercepteur sur son chemin. Mais l'Oreshnik fonctionne selon un principe totalement différent. Radicalement différent. Au lieu de suivre une trajectoire balistique fixe, l'Oreshnik serait capable, dans les toutes dernières secondes de son vol terminal, alors qu'il se déplace déjà à Mach 10 dans l'atmosphère dense, d'effectuer des manœuvres évasives brutales. Des changements de direction, des embardées totalement imprévisibles. Des manœuvres à Mach 10, c'est là que réside toute la difficulté pour les systèmes de défense. Exactement. Aucun ordinateur de défense aérienne actuellement déployé ne peut recalculer une trajectoire d'interception avec une rapidité suffisante lorsque la cible combine simultanément cette vitesse extrême et cette capacité de manœuvre. Imprévisible. Donc si je synthétise correctement, le défi pour le système Patriot n'est pas tant la vitesse brute du missile, mais plutôt l'imprévisibilité totale de sa trajectoire finale. Vous avez parfaitement saisi le cœur du problème. Les calculateurs balistiques sont conçus pour résoudre une équation avec des paramètres stables. Mais si les paramètres de l'équation changent de manière aléatoire à la dernière fraction de seconde, l'ensemble du système de calcul devient inutile. La chaîne classique de défense, détection, prédiction, interception, se brise à l'étape cruciale de la prédiction. Précisément. Et si vous ne pouvez pas prédire avec précision où sera la cible dans les prochaines secondes, vous ne pouvez tout simplement pas l'intercepter. La conséquence directe et immédiate, c'est que le mythe du bouclier défensif impénétrable vole en éclats. Des infrastructures considérées comme invulnérables se révèlent soudainement exposées. Le choc est autant psychologique que strictement militaire. Si le bouclier est percé, c'est l'ensemble de l'architecture de sécurité mondiale qui vacille.
Commençons par analyser la réaction de Washington. Les sources évoquent un silence révélateur. Une forme de paralysie communicationnelle. Pas de déclaration martiale retentissante, pas d'annonce de représailles immédiates. Au contraire, on observe des réunions d'urgence à huis clos, des communiqués extrêmement prudents qui ne confirment ni n'infirment les faits rapportés, Ce qui constitue en soi un message indirect mais puissant. un message de perplexité stratégique, possiblement d'impuissance tactique, et cela érode considérablement le statut autoproclamé des États-Unis comme protecteur militaire mondial capable de garantir la sécurité de ses alliés. Pour les alliés de l'OTAN, particulièrement en Europe de l'Est, j'imagine que les répercussions sont considérables. Pour des pays comme la Pologne ou les États baltes, ce n'est pas simplement une prise de conscience troublante, c'est l'effondrement du fondement même de leur architecture défensive. Leur stratégie de sécurité repose sur un postulat simple. En cas de crise majeure, les renforts de l'OTAN convergeront via des bases arrières considérées comme sécurisées, en Allemagne, en Pologne occidentale. Et si ces bases, ces ports, ces aéroports logistiques ne sont plus protégés efficacement? Alors l'ensemble du plan stratégique s'écroule. La question n'est plus quand arriveront les renforts de l'OTAN. Mais les renforts pourront-ils seulement arriver sans être neutralisés avant même d'atteindre le front? C'est une crise de confiance existentielle au cœur de l'Alliance atlantique. La garantie de sécurité collective, matérialisée par l'article 5 du traité de l'OTAN, repose sur la capacité réelle à défendre, pas uniquement sur la volonté politique affichée. Exactement. Et du côté russe, évidemment, cet événement est présenté comme une démonstration éclatante de supériorité technologique. Moscou envoie un signal sans équivoque. Non seulement nous disposons d'une avance dans ce domaine spécifique, mais nous n'hésiterons pas à l'utiliser si nos intérêts vitaux sont menacés. Le coût potentiel d'une pression économique ou militaire sur la Russie vient d'augmenter de manière exponentielle. Le risque d'une escalade militaire précise n'est plus une hypothèse théorique débattue dans les think tanks. C'est une possibilité concrètement démontrée sur le terrain. Nous évoluons désormais dans un environnement stratégique beaucoup plus dangereux et imprévisible. Dans ce nouveau monde considérablement plus instable, quelles sont les principales leçons stratégiques que tirent les analystes? Comment les acteurs militaires et économiques doivent-ils s'adapter? La première leçon, la plus brutale et la plus immédiate, c'est que les garanties de sécurité traditionnelles sont devenues technologiquement obsolètes. Les États, les forces armées, les planificateurs stratégiques doivent fondamentalement réévaluer tous leurs scénarios. Les plans opérationnels qui prenaient pour acquis la sécurité absolue de l'arrière-front doivent être entièrement réécrits. C'est une belle formulation conceptuelle. Mais concrètement, comment une armée ou même une entreprise multinationale avec des actifs stratégiques en Europe peut-elle développer une résilience face à une menace capable de décapiter ses centres névralgiques en quelques minutes? Question absolument cruciale. Pour une entreprise, cela implique d'intégrer dans ses modèles de risque la possibilité réelle d'une frappe de précision sur une usine critique, un centre de données, même situé à plusieurs centaines de kilomètres de toute ligne de front active. Ce n'est plus simplement de l'instabilité politique abstraite qu'on gère avec des assurances classiques. Et pour une organisation militaire? Pour une armée, cela signifie repenser radicalement la concentration des infrastructures de commandement. Les grandes bases centralisées qui regroupent commandement, logistique et capacité opérationnelle deviennent des cibles vulnérables. Il faut disperser géographiquement, dupliquer les capacités critiques, rendre les structures de commandement beaucoup plus agiles et moins dépendantes d'un seul emplacement physique. La survie organisationnelle passe désormais par la décentralisation maximale. J'imagine que la technologie qui est à l'origine du problème fait également partie de la solution. C'est le deuxième enseignement fondamental. L'avantage technologique redevient la monnaie d'échange décisive dans les rapports de force internationaux. L'innovation défensive n'est plus une option budgétaire parmi d'autres, c'est la clé absolue de la dissuasion future. Continuer à investir massivement dans des systèmes qui viennent de démontrer leurs limites structurelles, c'est accepter une vulnérabilité stratégique majeure. C'est vertigineux quand on y réfléchit. Des décennies d'investissements colossaux et de développement technologique rendus partiellement obsolètes en une seule nuit. C'est un rappel brutal d'une réalité historique constante. La supériorité militaire n'est jamais permanente. Chaque avancée défensive finit par être contournée par une innovation offensive. Et cela nous mène à la troisième leçon stratégique. Dans ce nouveau contexte, la flexibilité l'emporte sur la force brute. C'est-à-dire éviter la logique de réponse symétrique automatique. Exactement.
La logique tu me frappes, je te frappe avec une intensité équivalente peut mener à une escalade incontrôlable vers un affrontement direct entre puissances nucléaires. Il faut développer des capacités de réponse asymétriques dans le domaine cyber, économique, informationnel. Apprendre à absorber certains coups et à répliquer de manière intelligente et calculée, pas nécessairement de manière plus violente. La résilience stratégique devient la compétence maîtresse du XXIe siècle. Pour synthétiser l'ensemble, ce que les sources décrivent, c'est une frappe militaire qui a pulvérisé non seulement une infrastructure physique, mais également des décennies de certitudes stratégiques occidentales. L'événement a fracassé une illusion collective. Le changement fondamental se situe précisément là. Nous basculons d'un ordre mondial, avec un garant de sécurité relativement prévisible, vers un monde caractérisé par l'incertitude généralisée et une vulnérabilité partagée. L'illusion d'un arrière-front totalement sécurisé s'est évaporée. Les systèmes de défense sur lesquels reposaient des stratégies entières ont atteint leurs limites opérationnelles. Non pas parce que ces systèmes sont fondamentalement défaillants, mais simplement parce qu'une innovation technologique adverse a modifié les paramètres du jeu stratégique. Une des analyses que nous avons consultées oppose deux postures possibles face à cette nouvelle donne. S'accrocher à un récit familier et rassurant de puissance invincible, ou affronter lucidement une réalité nouvelle aussi inconfortable soit-elle. C'est tout le défi intellectuel et stratégique de notre époque. La question que nous pouvons laisser à chacun est la suivante. Si les boucliers défensifs dans lesquels nous placions une confiance quasi religieuse se révèlent perméables, que signifie réellement la notion de sécurité aujourd'hui ? S'agit-il de construire des remparts technologiques encore plus sophistiqués en espérant qu'ils tiendront cette fois ? Ou s'agit-il plutôt d'apprendre à naviguer dans un monde qui n'offre peu, être plus aucun sanctuaire absolument protégé ? Une réflexion qui dépasse largement le domaine militaire et touche à notre conception collective de la sécurité au XXIe siècle. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles analyses géopolitiques.